S'il te plaît, ne fais pas honte à la famille aujourd'hui, a chuchoté ma mère alors que je me tenais en toge et toque. Elle m'a obligé à m'asseoir au fond et à réserver le déjeuner pour tout le monde sauf pour moi. Ma sœur a eu un sourire en coin jusqu'à ce que le doyen dise « Patricia Morgan, veuillez vous lever en premier ». Ma mère a pâli. Puis le vrai secret a éclaté. Je me tenais dans le parking de l'université avec ma toge et ma toque lorsque ma mère m'a prise à part. Son sourire était de ce qu'elle affichait quand elle voulait donner l'air facile à quelque chose qui ne l'était pas. Mon père ajustait sa cravate à proximité. Ma sœur Madison arrangeait ses boucles. Ma mère s'est penchée près de moi et a chuchoté ce que j'avais entendu sous différentes formes toute ma vie. S'il te plaît, ne fais pas honte à la famille aujourd'hui. Traverse la scène discrètement. Pas de larmes, pas de discours dramatique. Laisse Madison en profiter aussi. Je m'appelle Patricia Morgan. J'ai 27 ans. Je venais d'obtenir mon master après cette année à travailler de nuit à l'hôpital, à étudier dans ma voiture pendant mes pauses déjeuner et à reconstruire ma vie sur des fondations que ma famille n'a jamais essayé de comprendre. Madison ne diplômait pas. Elle était là en tant que la fille que mes parents aimaient exhiber. Ma mère m'a rappelé que j'avais mis trop de temps à terminer mes études, que les gens poseraient des questions et que mon emploi à l'hôpital ne valait pas la peine d'être mentionné. J'ai ravalé chaque mot. Je suis entré à l'intérieur et je me suis assise vers le fond, là où il m'avait dit de m'asseoir. Ensuite, le doyen s'est avancé vers le podium, a regardé à travers l'auditorium et a dit, avant de commencer, j'aimerais que Patricia Morgan se lève en premier. Tout le monde s'est retourné. Le visage de ma mère a pâli. Avant de pouvoir me lever de mon siège, mon esprit est revenu sur tout ce que cette matinée m'avait déjà coûté. Ma famille avait failli ne pas venir. Ma mère avait dit qu'y assister était gênant car la fête de fiançailles de Madison avait eu lieu la veille au soir et mon père s'était plaint des frais de stationnement près du campus. Madison m'a dit que je devrais être reconnaissante qu'ils aient pris la peine de venir. Ils m'ont obligé à conduire séparément. Ma mère a dit qu'il n'y avait pas assez de place dans le véhicule familial avec Daniel, le fiancé de Madison, qui les accompagnait. C'était un mensonge. Il y avait de la place pour 2 personnes de plus. Ils ne voulaient tout simplement pas de moi sur les photos avant la cérémonie. À l'intérieur de l'auditorium, ils ont choisi des sièges tout à gauche, loin de l'endroit où les familles des lauréats étaient censées s'asseoir. Ma mère a prétendu que la zone réservée était pleine. Mais je l'avais regardé passer devant une rangée clairement indiquée portant mon nom sur la carte de placement. Je me suis assise seule parmi des étrangers et je me suis dit que ce n'était pas grave. Maintenant, le doyen appelait mon nom à travers un auditorium plein à craquer, et la rangée réservée que ma mère avait délibérément ignorée prenait soudainement tout son sens. Elle n'avait jamais été destinée aux invités ordinaires. Elle était destinée à la famille de la personne que l'université se préparait à honorer depuis le début de la matinée. Je me suis levé lentement, ne sachant pas pourquoi les applaudissements montaient déjà avant même que je n'atteigne l'allée. Le doyen a annoncé que je recevais la plus haute distinction de l'université pour les diplômés, décernée pour l'excellence académique. Le leadership communautaire est un projet de recherche qui avait fondamentalement changé la façon dont le district scolaire local identifiait et soutenait les élèves issus de familles à faible revenu. La salle a explosé de bruit. Ma mère s'est figée sur son siège comme quelqu'un qui venait d'être surpris avec la mauvaise expression sur le visage. Madison s'est penchée vers Daniel et a chuchoté quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Mon père a baissé les yeux sur son programme imprimé pour la première fois de la matinée et a trouvé mon nom inscrit sur la toute première page. Puis le doyen a ajouté une phrase de plus qui a rendu les épaules de ma mère rigides. Patricia Morgan prononcera également le discours étudiant d'aujourd'hui. La main de ma mère s'est levée lentement vers sa bouche car, moins de 15 minutes plus tôt, debout dans ce parking sous un ciel matinal radieux, elle m'avait dit calmement mais fermement de ne pas faire honte à la famille aujourd'hui. Maintenant, 250 invités, plusieurs responsables de l'université et chaque professeur qui m'avait vu obtenir ce diplôme se tournaient sur leur siège, attendant que je m'avance vers ce podium et que je parle. J'ai marché vers la scène avec les mains tremblant légèrement sous le tissu de ma toge. J'avais préparé un discours minutieux. Rien d'amer, rien qui ne vise quelqu'un nommément. Mais alors que je montais les marches vers le podium, j'ai repensé à chaque nuit passée dans ma voiture dans le parking de l'hôpital à étudier entre 2 gardes. À chaque fois que ma mère qualifiait mon diplôme de départ tardif, à chaque dîner de famille où la moindre victoire de Madison devenait un toast, et où mes plus grandes réussites recevaient le silence ou un changement de sujet. J'ai commencé calmement.
J'ai parlé des secondes chances, de la persévérance silencieuse et du genre de travail que font les gens dans des pièces où personne n'applaudit jamais. Le public écoutait. Ma mère a bougé sur son siège plus d'une fois car elle comprenait précisément qui je décrivais, même si je n'ai jamais prononcé son nom à voix haute. Ensuite, j'ai remercié la seule personne qui avait vraiment cru en moi. Le professeur Hélène Mercé, ma conseillère pédagogique, qui m'avait trouvé en train de pleurer seul à la bibliothèque 2 ans plus tôt et qui m'avait dit une chose que je m'étais repassée 100 fois depuis. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes en devenir. Les applaudissements ont été longs et sincères. Quand j'ai regardé vers ma famille, Madison n'applaudissait pas. Elle fixait le professeur Mercé avec une expression que je n'ai pas pu identifier immédiatement. Une fois la cérémonie terminée, les familles se sont rassemblées à l'extérieur dans la lumière de l'après-midi pour prendre des photos. Des inconnus m'ont félicité. Les professeurs m'ont embrassé chaleureusement. D'anciens camarades de classe m'ont présenté à leurs parents et m'ont désigné comme quelqu'un qui valait la peine d'être connu. Ma mère a joué le bonheur comme elle le faisait toujours lors des événements publics, souriant exactement au bon moment, acceptant les compliments qui m'appartenaient, hochant la tête comme si elle s'était attendue à tout cela. Ensuite, le professeur Mercé s'est approché pour rejoindre notre petit groupe. Ma mère s'est raidie d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'éclat du soleil. Daniel, le fiancé de Madison, s'est avancé et a dit « Docteur Mercé ». Le sourire du professeur Mercé a légèrement changé. Elle l'a clairement reconnu, mais pas en tant que fiancé de Madison. Elle le connaissait d'un organisme lié à un comité de subventions universitaires qui avait été rattaché à mon projet de recherche 2 ans plus tôt. Madison a pris le bras de Daniel et l'a dirigé sur le côté. Mais j'ai surpris l'expression d'alarme sur son visage avant qu'elle ne se détourne. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose de plus ancien que cette matinée. J'avais passé 2 ans à protéger mes accomplissements en les gardant secrets pour ma famille. Je pensais que le secret était mon diplôme. Debout dans la lumière, j'ai compris pour la première fois que le secret était beaucoup plus vaste. Ma mère a insisté pour prendre une photo de famille juste après la cérémonie. Elle a essayé de l'organiser avec Madison placée au centre et moi sur le côté, portant toujours ma tenue académique complète comme si j'étais une décoration dans le moment de quelqu'un d'autre. Même Daniel semblait visiblement mal à l'aise. Le professeur Mercé observait silencieusement à plusieurs mètres de là. Ma mère a dit, « Trish, décale-toi juste un peu. La robe de Madison capte mieux la lumière depuis l'endroit où tu te tiens. » C'est à ce moment que le photographe de l'université s'est avancé. « La lauréate doit être au centre », a-t-il dit simplement. Le mot lauréate s'est posé sur le groupe comme un jugement silencieux. Tous ceux qui se trouvaient à proximité l'ont entendu. Pour la première fois de toute la journée, les personnes autour de moi se sont réorganisées par rapport à l'endroit où je me trouvais. Le sourire de ma mère s'est crispé au coin d'une manière qu'elle ne pouvait pas totalement contrôler. Madison a regardé vers le sol. Mon père a jeté un coup d'œil entre nous avec l'expression lente d'un homme réalisant qu'il avait passé des années à se tenir du mauvais côté de quelque chose d'important. Ensuite, le photographe a demandé si je voulais une photo avec ma famille. Je les ai regardés. Le sourire prudent de ma mère, la posture raide de Madison, les yeux incertains de mon père. Pour la première fois de ma vie, je me suis entendu dire, peut-être plus tard. Une fois la cérémonie achevée, ma mère a annoncé joyeusement qu'ils avaient des réservations pour le déjeuner dans un restaurant du centre-ville. J'ai senti le nœud serré dans mes épaules commencer à se desserrer jusqu'à ce qu'elle ajoute, nous n'avons réservé que 5 places. Nous pensions que ta partie de la cérémonie serait plus courte, et Madison a des projets pour l'après-midi. 5 places. Mes parents, Madison, Daniel et la mère de Daniel. Pas moi. Mon propre déjeuner de remise de diplôme n'incluait pas de place pour moi. Avant que je puisse trouver les mots justes, le professeur Mercé s'est approché discrètement de moi et a dit, « Patricia est attendue à la réception du corps professoral. » Le doyen a spécifiquement demandé sa présence. Ma mère a cligné des yeux. Elle a soudainement pris conscience d'être observée par quelqu'un ayant un statut institutionnel et son expression s'est transformée en la représentation qu'elle réservait pour ces moments-là. Madison a marmonné que je rendais les choses embarrassantes. Mon père n'a rien dit du tout. Ensuite, Daniel s'est tourné vers moi et a demandé, « Trish, est-ce que ta recherche est le projet de subvention communautaire Morgan ?» Je suis resté figé. Je n'avais jamais mentionné le nom ni le sujet de mes recherches à ma famille. Ni le titre, ni l'objectif, ni l'implication du district scolaire.
J'avais gardé chaque détail privé spécifiquement pour le protéger. Daniel n'aurait pas dû connaître ce nom. À la réception du corps professoral, Daniel m'a trouvé près de la station de café et s'est excusé discrètement d'avoir posé la question devant tout le monde. Il m'a expliqué que son entreprise avait aidé à cofinancer une subvention d'éducation communautaire l'année précédente. Une candidature finaliste enregistrée sous le nom de Patricia Morgan avait été rejetée après le dépôt d'une plainte privée affirmant que la candidate avait déformé ses difficultés financières personnelles et familiales dans son dossier. J'ai posé ma tasse de café avec précaution. Cette plainte avait failli mettre fin à tout ce que j'avais construit. J'ai passé 3 mois dans une procédure d'appel officiel à soumettre des fiches de paie, des relevés bancaires, des quittances de loyer et des emplois du temps pour prouver que chaque ligne de ma candidature initiale était totalement exacte. L'université n'a rétabli mon financement qu'après que le professeur Mercé a formellement demandé un examen complet et indépendant de la plainte et de ses allégations. Daniel a dit que Madison lui avait un jour mentionné avec désinvolture que j'exagérais ma pauvreté pour attirer l'attention. Je suis resté immobile pendant un instant. Ma sœur n'avait pas seulement dénigré mon éducation lors de conversations familiales privées. Elle avait peut-être aidé à déposer une plainte officielle conçue pour me retirer ma bourse et mettre fin à mes recherches avant même que quiconque en dehors de notre famille n'ait eu la chance de voir ce que je construisais. Mon esprit a reculé de 2 ans, au moment où j'ai décidé de reprendre mes études après avoir perdu mon poste d'assistante d'enseignement lors des coupes budgétaires du district. Je louais une petite chambre simple. Je faisais des gardes de nuit à l'hôpital. J'envoyais des candidatures discrètement parce que partager mes projets avec ma famille avait cessé d'en valoir le coup. À chaque fois que je ramenais un espoir à la maison, il devenait plus petit. Ils avaient un talent pour ça. Pas par une cruauté qui laissait des marques, mais par ce genre de doute constant et désinvolte qui use une personne de la même manière que l'eau façonne la pierre. Lorsque ma lettre d'acceptation en cycle supérieur est arrivée, ma mère a à peine levé les yeux de son café. Elle a dit, « Des études supérieures, triche. Ce dont tu as besoin c'est de stabilité, pas d'une autre excuse pour retarder ta vraie vie. » Madison a ri et a demandé si je prévoyais de devenir l'une de ces histoires inspirantes d'épanouissement tardif que les gens publient sur Internet. Ce soir-là, j'ai failli supprimer le courrier électronique d'acceptation dans son intégralité. Le lendemain matin, le professeur Mercé m'a appelé et m'a dit que j'avais également obtenu une bourse académique partielle basée sur mon dossier de candidature. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un me disait que j'avais un réel potentiel sans avoir besoin de quelque chose de moi en retour. Après l'appel du professeur Mercé, j'ai pris une décision réfléchie. J'ai arrêté de partager quoi que ce soit d'important avec ma famille. Je ne leur ai pas dit quand j'ai figuré sur le tableau d'honneur du doyen. Je n'ai rien dit quand mon projet de recherche a été sélectionné pour le comité d'examen du district. J'ai gardé le silence lorsque le programme pilote a été lancé dans 3 écoles et que les enseignants ont commencé à envoyer des retours indiquant que les élèves réagissaient positivement. Je n'ai pas mentionné qu'un comité de l'éducation de l'État avait cité mon article dans une recommandation officielle. Au début, il ne s'agissait pas de construire quoi que ce soit. Il s'agissait simplement de survie. Ma mère ne pouvait pas minimiser ce dont elle ignorait l'existence. Madison ne pouvait pas atteindre quelque chose dont on ne lui avait jamais parlé. La version la plus sûre de mon travail était la version à laquelle il n'avait aucun accès. Mais le jour de la remise des diplômes a tout changé. Toutes ces couches de silence prudent sont tombées en une seule matinée, et ce qui se trouvait en dessous s'est avéré être plus que ce que je m'étais permis d'imaginer. Ma famille était venue à ma remise de diplôme gênée que je sois là tout court. Au moment où le doyen a appelé mon nom, ils étaient assis sur ces mêmes sièges, gênés que je sois devenu quelqu'un qu'ils ne pouvaient pas discrètement faire disparaître. Cette différence m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir depuis des années. Le professeur Mercé m'a prise à part vers la fin de la réception du corps professoral. Elle m'a dit qu'elle avait gardé quelque chose pour elle et qu'à la lumière de ce que Daniel avait partagé, elle pensait que je devais l'entendre complètement. L'université avait conservé les dossiers complets de la plainte concernant mon appel de subvention. Elle avait choisi de ne pas me les montrer pendant que l'examen était encore ouvert car elle ne voulait pas que l'information brise ma concentration pendant la période académique la plus importante de ma vie, mais elle ne les avait jamais détruits. La plainte avait été déposée sous un nom anonyme, mais le document contenait des détails familiaux auxquels personne en dehors de mon foyer immédiat n'aurait eu accès. Mon emploi du temps exact à l'hôpital, le montant mensuel de mon loyer écrit avec précision. La nature spécifique de ma relation avec mes parents, et une expression, drames émotionnels, que ma mère utilisait régulièrement à mon sujet, parfois devant d'autres personnes.
Ma poitrine s'est serrée autour d'un souffle que je ne parvenais pas tout à fait à relâcher. Cela aurait pu être Madison qui l'avait envoyé. Cela aurait pu être ma mère. Le professeur Mercer a dit doucement, « Vous avez gagné proprement, Patricia. Chaque conclusion vous a soutenu, mais quelqu'un qui vous connaissait de près a essayé très sérieusement de s'assurer du contraire. » La veille de la remise des diplômes avait eu lieu la fête de fiançailles de Madison dans un restaurant avec jardin privé en ville. Ma mère avait insisté pour que j'y assiste, même si je devais me lever tôt pour la cérémonie. J'y suis allé car refuser aurait coûté plus cher que d'y aller. Ma mère a présenté Madison à chaque invité arrivant avec un plaisir visible et n'a rien dit de mon diplôme quand quelqu'un demandait ce que je faisais. Lorsqu'un invité a posé la question directement, ma mère a répondu à ma place. Trish est encore en train de chercher sa voie. J'avais mon écharpe de master pliée sur la banquette arrière de ma voiture, garée à 2 rues de là. J'allais obtenir mon diplôme avec mention académique et prononcer le discours étudiant le lendemain matin, et ma mère me présentait toujours à une pièce remplie de gens comme quelqu'un d'inachevé. À la fin de la soirée, Madison m'a prise dans ses bras devant plusieurs invités et m'a murmuré près de l'oreille, « Essaie de ne pas rendre la journée de demain bizarre. Maman est déjà assez stressée. » Sur le moment, je l'ai pris comme une demande de maintenir la paix. En y repensant maintenant avec tout ce que j'avais appris ce jour-là, je le comprenais différemment. Ils n'avaient pas peur que j'échoue à la remise des diplômes. Ils avaient peur que je sois enfin vu. Le doyen a invité ma famille dans une petite salle de réception après la cérémonie. Ma mère a ajusté son expression et s'est avancée pour se présenter avec une chaleur qu'elle ne m'avait pas montrée de toute la matinée. Elle m'a appelé notre Trish comme si elle n'avait pas passé des heures à me traiter comme un problème. Le doyen a félicité mes parents et a dit qu'ils devaient être très fiers. Il a mentionné que mes recherches avaient atteint les discussions sur l'éducation au niveau de l'État, ce qui est inhabituel pour un candidat au master. La bouche de mon père s'est légèrement ouverte. Il a regardé ma mère d'une manière qui demandait s'il était censé le savoir déjà. Ma mère a dit, « Eh bien, elle a toujours été déterminée. » J'ai entendu la distance prudente dans ce mot, comme si ma détermination s'était produite quelque part en dehors de la famille, par elle-même. Ensuite, le doyen a dit chaleureusement, « Nous avons été particulièrement reconnaissants pour sa rigueur et son honnêteté tout au long du processus d'examen de la subvention. » L'atmosphère de la pièce a changé. Madison a regardé le sol. Le sourire de ma mère a glissé avant qu'elle ne le rattrape. Le doyen n'avait aucune idée de ce qu'il venait de décrire. Il exprimait une véritable appréciation. Il ne savait pas qu'il venait d'identifier le processus même que ma famille avait essayé de détruire. Il avait craqué une allumette sans savoir qu'il y avait quelque chose à brûler. Daniel m'a trouvé dans le couloir après que la réception se soit vidée et m'a parlé doucement. Il m'a dit qu'il se souvenait de la plainte concernant la subvention de manière plus détaillée que ce qu'il avait partagé plus tôt à l'extérieur. Il a dit que la plainte écrite avait été inhabituellement personnelle. Elle contenait des informations familiales privées qui ressemblaient moins à une préoccupation académique officielle et plus à quelque chose écrit par une personne connaissant la candidate de près et personnellement. Il a également dit qu'après le dépôt de la plainte, quelqu'un avait appelé le bureau de la fondation de son entreprise pour demander où les fonds de la subvention pourraient être réorientés vers une autre organisation à but non lucratif dans le domaine de l'éducation si ma candidature était officiellement disqualifiée. J'ai gardé ce détail silencieusement sans parler. Madison avait annoncé son intention de lancer une fondation d'alphabétisation pour enfants après le mariage, bien qu'elle n'ait jamais travaillé un seul jour dans l'éducation ou dans des organisations à but non lucratif. Ma mère avait passé des mois à décrire cela comme une preuve du cœur généreux et civique de Madison. J'ai enfin vu la forme complète de ce qui s'était passé. Il ne voulait pas seulement que je sois silencieuse et invisible. Il voulait que mon travail, mon domaine et ma crédibilité communautaire soient effacés avant que Madison n'essaie de construire quelque chose dans ce même espace. Le visage de Daniel n'était plus celui d'un fiancé fier. Il ressemblait à un homme qui réexaminait attentivement tout ce qu'il pensait savoir sur la personne qu'il allait épouser. Ma mère m'a coincé dans le couloir à l'extérieur de la salle de réception. Elle avait baissé la voix et son visage avait pris l'expression qu'elle utilisait quand elle voulait paraître raisonnable tout en posant un ultimatum. « Ne commence pas à creuser dans des choses que tu ne comprends pas complètement, a-t-elle dit. La journée s'est bien passée pour toi. Sois en reconnaissante et laisse ça tranquille. » Cette seule phrase a confirmé tout ce que j'avais besoin de savoir. Je lui ai demandé directement si elle avait déposé la plainte ou aidé quelqu'un d'autre à le faire. Elle n'a pas répondu à la question.
À la place, elle a dit que Madison avait travaillé dur pour être là où elle était, que j'avais toujours été trop émotive et que je rendais les situations plus compliquées qu'elles ne devaient l'être, et que parfois une famille devait faire des choix pour protéger son avenir. J'ai laissé les mots se poser avant de répondre. Elle n'avait pas mentionné mon avenir. Elle avait parlé de l'avenir de la famille, et l'avenir de la famille dans son esprit avait toujours signifié Madison. Avant que je puisse dire autre chose, mon père Thomas est apparu dans le couloir derrière elle. Son visage indiquait qu'il en avait assez entendu pour savoir que quelque chose de grave et de laid s'était produit au sein de cette famille avant aujourd'hui. Il lui a demandé doucement, « Caroline, qu'est-ce que tu as fait ?» Mon père Thomas n'avait jamais été la personne la plus bruyante de mon histoire. Mais ce n'était pas la même chose que d'être innocent. Il était resté silencieux pendant que ma mère construisait l'identité de la famille autour de Madison. Il avait appelé son silence neutralité et son absence équilibre. Il oubliait les événements scolaires, ratait les étapes importantes et qualifiait mes sentiments blessés de sensibilité chaque fois que j'essayais de lui en parler. Debout dans ce couloir, il avait l'air sincèrement ébranlé pour ce que je crois être la première fois. Je lui ai dit tout ce que je savais. La subvention, l'appel, les 3 mois de documentation, la plainte anonyme remplie de détails que seul quelqu'un de notre foyer pouvait détenir. J'ai regardé la couleur quitter son visage lentement pendant que je parlais. Ma mère l'a interrompu pour insister sur le fait qu'elle n'avait passé que quelques appels téléphoniques. Elle a dit qu'elle croyait que j'utilisais les difficultés familiales pour gagner des points de sympathie sur une candidature académique. Quelques appels. Ces appels avaient failli mettre fin à mon diplôme, à mon financement et au programme communautaire qui aidait déjà de vrais élèves dans 3 écoles. Mon père a dit d'une voix basse, « Tu as essayé de lui prendre sa bourse. » C'est à ce moment-là que Madison est entrée dans le couloir et a prononcé la phrase qui a mis fin à sa capacité de revendiquer une quelconque innocence. Ce n'est pas comme si elle le méritait plus que moi. Tout le monde s'est tourné vers Madison. Elle a compris trop tard ce qu'elle avait dit à voix haute. Elle s'est effondrée, mais pas par culpabilité ou regret sincère. Ce qui est sorti d'elle était quelque chose qui s'était accumulé pendant des années. Un ressentiment amer et organisé déguisé en douleur. Elle a dit que j'avais toujours reçu de la sympathie parce que je luttais visiblement, alors qu'elle devait jouer la perfection sans jamais recevoir le même genre de crédit émotionnel. Elle a dit que mes recherches la faisaient paraître superficielle à côté de moi. Elle a dit que la famille de Daniel accordait une grande valeur à la véritable éducation et au travail communautaire et que mon succès public soudain poussait les gens à se demander discrètement ce que Madison avait réellement construit avec tous ses avantages. Ensuite, elle a admis qu'elle avait parlé de ma demande de subvention à ma mère et l'avait activement encouragée à contacter l'université pour vérifier mes déclarations financières. Ma mère a fait un geste pour l'interrompre, mais Daniel avait déjà reculé de l'endroit où il se tenait. Il a retiré son bras de la taille de Madison, tranquillement, sans faire de scène. Et juste comme ça, la fille en or se tenait dans un couloir sans fiancé à ses côtés, sans image parfaite à maintenir, et avec la vérité qu'elle avait enfin dite à voix haute flottant dans l'air entre nous, là où personne ne pouvait la reprendre. Madison s'est vite reprise et a pivoté avec la rapidité de quelqu'un qui avait pratiqué le détournement toute sa vie. Elle m'a accusé d'utiliser le jour de la remise des diplômes pour détruire ses fiançailles par jalousie de longue date. Elle a dit que je lui en avais toujours voulu. Elle a dit que j'avais manipulé le doyen, le professeur Mercé et Daniel pour qu'ils aient pitié de moi en jouant le rôle de la sœur maltraitée. Pendant un instant effrayant, ma mère a repris le contrôle du couloir. Elle a commencé à pleurer bruyamment, disant que c'était précisément ce qu'elle voulait dire en ne voulant pas que je fasse honte à la famille aujourd'hui. Les gens à proximité se sont arrêtés et ont regardé. Les voix ont baissé dans le couloir. C'était le même piège dans lequel j'étais tombé toute ma vie. Me faire passer pour instable. Faire passer ma version des faits pour une performance émotionnelle. Faire passer la vérité documentée pour des sentiments blessés. Mais cette fois, je n'ai pas élevé la voix. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert un courrier électronique du professeur Mercé que j'avais sauvegardé des mois plus tôt. L'objet indiquait « Conclusion finale de l'examen, appel de la subvention Morgan ». Le document officiel de l'université faisait 17 pages. Mes dossiers financiers étaient entièrement vérifiés. Mes recherches étaient originales. La plainte ne contenait aucune base factuelle sur aucun point. J'ai tendu l'écran dans le silence et je n'ai rien dit de plus. Je n'ai rien rendu public. Le faire aurait fait de moi exactement le problème que ma mère avait toujours essayé de dépeindre, dramatique, utilisant la douleur familiale privée comme un spectacle.
Ce n'est jamais ce que j'ai voulu. Au lieu de cela, j'ai demandé au doyen, au professeur Mercé, à Daniel, à mes parents et à Madison de se rendre dans un bureau privé au bout du couloir. Le doyen a accepté immédiatement. Son expression me disait qu'il avait déjà compris que quelque chose d'important se déroulait juste devant lui. À l'intérieur, j'ai présenté calmement et dans l'ordre les conclusions officielles de l'appel de l'université. La plainte n'avait aucun fondement valable sur aucun point. Mes documents financiers étaient exacts et entièrement vérifiés. Mes recherches étaient originales et avaient été confirmées de manière indépendante. Les accusations anonymes avaient gaspillé les ressources administratives de l'université et presque endommagé un projet éducatif qui produisait déjà de vrais résultats mesurables dans les écoles locales. Le doyen a déclaré que l'université ne pouvait pas engager de poursuites sociales contre ma famille, mais qu'elle pouvait et allait corriger le dossier officiel complet et clore le dossier en ma faveur. Il a également confirmé que mes recherches avaient été officiellement recommandées pour un poste rémunéré de chercheur auprès du Conseil de l'éducation de l'État. Les mains de ma mère se sont agrippées au bord de sa chaise. Elle n'avait pas arrêté mon avenir. Elle avait donné à l'université toutes les raisons de documenter exactement pourquoi j'en méritais un. La mère de Daniel, Eleanor, a demandé à parler avant que quiconque ne quitte la pièce. Elle s'est tenue droite, et sa voix était mesurée et claire, à la manière de quelqu'un qui a pris une décision avant d'entrer. Elle a dit que la fondation de sa famille avait été en pourparlers pour un partenariat avec la proposition d'organisation à but non lucratif pour l'alphabétisation de Madison. Ce partenariat n'était plus quelque chose que sa famille pouvait soutenir. Elle a expliqué que sa fondation ne construisait pas de relation avec des travaux qui avaient été fondés sur la destruction de l'effort éducatif authentique de quelqu'un d'autre. Madison a dit que c'était un problème de tension familiale, rien de plus. Ma mère a dit que Madison ne devrait pas perdre des opportunités pour ce qui s'apparentait à un malentendu. Eleanor a répondu sans élever la voix, le caractère n'est pas un malentendu. Daniel n'a pas fait de scène. Il n'a pas fait d'annonce. Il a simplement dit à Madison qu'il avait besoin de s'éloigner des fiançailles car il ne pouvait plus faire confiance à ce qu'elle était quand personne d'important ne la regardait. Madison m'a regardé avec une colère qui n'avait nulle part où aller. Je ne lui avais rien pris. Je n'avais planifié aucun de ces résultats. J'avais simplement dit la vérité dans une pièce où les bonnes personnes prêtaient une attention particulière. Ses propres choix faits année après année sur une longue période l'avaient amené à ce moment précis. Le doyen a officiellement annoncé lors de la réception privée que j'avais été sélectionné comme la première bénéficiaire d'une nouvelle bourse de leadership en éducation d'une durée d'1 an. Elle s'accompagnait d'un salaire significatif, de partenariats actifs avec de multiples districts scolaires publics et de tout le soutien institutionnel dont j'avais besoin pour étendre mon programme pilote afin d'atteindre les élèves de tout l'État. Mon père a pleuré. Il ne l'a pas fait de manière dramatique ou bruyante. C'était une larme silencieuse qu'il a essayé de cacher en se tournant légèrement vers la fenêtre pendant que tout le monde regardait vers moi, mais je le regardais et je l'ai vu clairement. Il a dit, « Trish, je ne savais vraiment pas que tout cela existait. » Je l'ai regardé et j'ai dit, « Tu n'as jamais demandé. » Cela a atterri différemment de tout ce sur quoi je m'étais disputé avec lui auparavant. J'ai vu son visage changer, sans être sur la défensive, sans s'expliquer, juste honnête. Il avait choisi le confort de la distance à l'effort de prêter une véritable attention pendant des années, et il le savait sans mon aide. Ma mère, travaillant rapidement pour récupérer ce qu'elle pouvait de la pièce, a dit que c'était vraiment une merveilleuse nouvelle pour toute la famille. Je lui ai répondu clairement, « Non, maman. C'est merveilleux pour moi. » Ce soir-là, ma mère m'a appelé et a dit qu'il transformait la réservation du déjeuner en un dîner de remise de diplôme. Il y avait maintenant de la place pour tout le monde. Il y aurait des photos. Il y aurait une vraie célébration. Sa voix avait cette chaleur particulière qu'elle ne trouvait que lorsqu'elle avait besoin que quelque chose aille encore dans son sens. J'ai tenu le téléphone pendant un instant. J'ai ressenti la vieille attraction familière, l'habitude construite au fil des années de se montrer pour maintenir la paix, de dire oui pour prouver que je n'étais pas difficile, de laisser ma famille s'attacher aux choses qu'elle avait essayé d'empêcher. Puis j'ai pensé aux 5 places, aux murmures dans le parking. À la plainte remplie de détails de ma vie privée. Aux années de silence que j'avais maintenues juste pour protéger mon travail d'être réduit à néant à la table du dîner familial. Je lui ai dit non. À la place, je suis allé dîner avec le professeur Mercé, 2 camarades de classe et un ancien élève de mon programme pilote qui m'a apporté une carte faite à la main qui disait « Vous m'avez aidé à croire que je pouvais finir l'école, moi aussi. »
J'ai tenu cette carte pendant un long moment. Quand je suis sorti du restaurant par la suite, ma mère se tenait sur le trottoir. Elle n'était pas venue s'excuser. Ma mère m'a dit que les fiançailles de Madison ne tenaient plus qu'à un fil et que la famille de Daniel s'était retirée de toutes les discussions sur la fondation. Elle avait besoin que j'appelle Eleanor et que je lui explique que la plainte n'était en réalité qu'un malentendu familial. Elle avait besoin que je l'aide à protéger la réputation de Madison avant que tout ne s'effondre complètement. Je lui ai demandé, est-ce que Madison a protégé la mienne? Elle a répondu, c'est ta sœur. J'ai dit, et je suis ta fille. Ma mère s'est tenue sur ce trottoir sans réponse élégante pour la première fois dans mes souvenirs. Je l'ai regardée en chercher une et revenir bredouille. Ensuite, elle a prononcé la phrase la plus cruelle que je l'ai entendue dire de toute cette journée. Tu sais, Madison ne peut pas supporter l'échec public de la manière dont tu le peux. Je suis resté très immobile lorsque ces mots ont atterri. Elle avait passé toute ma vie à traiter ma capacité à survivre aux difficultés comme un laissez-passer. Ma résilience n'était pas quelque chose dont elle se sentait fière. C'était quelque chose sur lequel elle s'était appuyée comme une raison de continuer à me donner moins, à m'en demander plus, à continuer à s'attendre à ce que j'absorbe tout ce dont la famille avait besoin. Je lui ai dit non, simplement et clairement. Ensuite, je suis rentré à l'intérieur avant que sa culpabilité ne puisse trouver une nouvelle forme et me suivre à travers la porte. Un mois plus tard, l'université a organisé un banquet d'honneur officiel pour annoncer publiquement les lauréats de la bourse. J'ai failli ne pas inviter ma famille. Mon père a appelé et a demandé doucement s'il pouvait y assister. Juste lui. J'ai dit oui. Ma mère et Madison sont quand même venus. Madison avait l'air plus petite que je ne l'avais jamais vue debout dans une pièce. Pas de Daniel à ses côtés, pas de bague de fiançailles, aucun projet de fondation à mentionner, aucune image soignée tenant encore fermement. Ma mère s'est assise à côté d'elle, parfaitement contrôlée, espérant toujours qu'être près de moi dans un cadre public pourrait aider à restaurer quelque chose qu'elle avait endommagé. Le doyen m'a invité à parler de nouveau. Cette fois, je n'ai pas parlé de douleur. J'ai parlé de dignité. J'ai parlé du danger spécifique d'attendre la permission de quelqu'un d'autre pour se sentir fier de son propre travail. J'ai dit que certaines personnes vous qualifient d'embarras non pas parce que vous avez échoué, mais parce qu'elles ont peur de ce que cela leur coûtera lorsque vous serez enfin vu clairement. La salle s'est levée. Mon père s'est levé le premier. Puis, un par un, toute la salle a suivi et s'est levée autour de lui. Ma mère est restée sur son siège. Tout le monde dans cette pièce l'a remarqué. J'ai accepté la bourse, j'ai déménagé dans un meilleur appartement près des bureaux du district et j'ai commencé à étendre le programme de soutien scolaire. Mon nom est apparu dans le journal local parce que le programme fonctionnait. Des élèves qui étaient sur le point d'abandonner obtenaient maintenant leur diplôme. Madison a perdu Daniel, non pas à cause de ce que j'ai fait, mais parce qu'il a continué à la voir clairement dans les petits moments sans garde auxquels elle ne s'était pas préparée. Sa fondation n'a jamais été lancée. Personne ne faisait confiance à l'histoire derrière elle. Une fois les motivations devenues claires, ma mère a perdu l'image familiale polie qu'elle avait protégée pendant des années derrière le silence de ses enfants. Quand le silence s'est arrêté, l'image n'avait plus rien pour la maintenir ensemble. Mon père a commencé à construire quelque chose de nouveau avec moi, lentement et avec soin. Pas un retour à ce que les choses avaient été, mais quelque chose de plus honnête que cela. Il ne m'a pas demandé de pardonner à une vitesse particulière. Sur mon bureau, j'ai encadré 2 choses. Mon diplôme et la carte faite à la main par l'élève. Car en ce matin de remise des diplômes, je n'avais pas seulement obtenu un diplôme. J'avais obtenu mon diplôme après avoir passé ma vie à demander à ma famille de me voir. Le moment le plus puissant n'a pas été de les regarder perdre ce qu'ils avaient construit sur mon silence. Ce fut d'entendre mon nom appelé et de savoir que j'avais déjà gagné bien avant leur arrivée.